Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette conférence qui s'intitule Le train est femme aussi. Donc avant de commencer à vous présenter nos 4 intervenants, moi je voudrais que vous fermiez les yeux, que vous vous imaginiez dans un train, un TGV lancé à toute vitesse. Et voilà, vous êtes bien installé à bord et tout d'un coup vous entendez la voix du conducteur qui vous souhaite la bienvenue. Et ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette voix que j'entends dans ma tête, elle est masculine. Parce que les clichés ont la vie dure. Et c'est pas étonnant puisque pendant très très longtemps, le secteur ferroviaire a été aux mains des hommes. Au 19e siècle, les premières femmes à être employées par les compagnies ferroviaires sont des veuves d'agents restés sans ressources. Et les premières occupations qu'on daigne leur ouvrir, eh bien, c'est celle de garde-barrière. Petit à petit, les femmes vont investir d'autres fonctions, le plus souvent liées à la propreté ou à l'administratif. Et jusqu'en 1960, il est quand même encore très rare de les trouver au poste de commande, au sens propre comme au sens figuré. Mais des pionnières vont mettre un pied dans la porte de verre, selon l'expression, et elles vont lancer le train de l'égalité. Donc parmi elles, Anne-Marie Idrac, la première femme présidente de la SNCF en 2006, mais également Mireille Faugère, la première directrice d'une grande gare, donc la gare Montparnasse, en 1991. Et en 2004, Sylvie Gutteville est la première aux commandes d'un TGV. Donc plusieurs dizaines d'autres, heureusement, des conductrices vont suivre sa voie. Les femmes ont aussi fait du train un moteur de liberté, et je pense surtout aussi à la présidente de Watt, Samuela Berzio. Cette aventurière vient de boucler assez récemment une aventure ferroviaire ralliant la France à Tbilissi en Géorgie en 2 mois. Donc vous l'aurez compris, du chemin a été parcouru et aujourd'hui on compte près de 20% de femmes dans les entreprises ferroviaires, même si des freins persistent. Ce chiffre est en nette progression, comme nos 4 intervenants vont pouvoir le confirmer. Donc je vais vous les présenter. Tout d'abord, Alexandra de Bézieux, donc directrice générale déléguée de Railcoop. Après des études politiques, vous vous êtes spécialisée sur les sujets environnement avant de vous intéresser à la mobilité durable au service du bien commun. Avec une douzaine de personnes, vous avez lancé la première société d'intérêt collectif de France dédiée aux ferroviaires, la société Railcoop, dont vous allez nous parler. À vos côtés, Anne-Sophie Nomblot. Donc, vous êtes la présidente de SNCF Mixité. Vous avez une riche carrière au sein de la SNCF. Vous avez d'abord été chef de gare, puis responsable innovation des gares franciliennes. Et donc, vous présidez aujourd'hui ce réseau précurseur qui a pour vocation de faire progresser la mixité au sein de la SNCF, mais également au-delà. À vos côtés aussi Marie-Xavière Vauquier. Donc vous êtes la présidente de Femmes en Mouvement, une association qui a été créée en 2015 avec 6 autres femmes. C'est une association qui promeut les femmes dans la mobilité et la mobilité des femmes. Et parce que le micro est un peu trop souvent tendu aux hommes du secteur ferroviaire, Femmes en Mouvement milite pour la parité dans les conférences et se bat pour que les études mobilité intègrent également la question du genre, un peu plus. Et enfin, un homme à vos côtés, Mohamed Mesgani. Donc vous travaillez depuis plus de 25 ans dans les domaines du transport public et de la mobilité urbaine. Vous êtes secrétaire général de l'Union internationale des transports publics, un réseau mondial qui rassemble tous les acteurs du transport public et des modes de transport durables. Vous êtes également membre des associations Watt et surtout membre de l'association Femmes en Mouvement. Donc, pour commencer cette conférence, moi je vais d'abord poser une question à vous, Anne-Sophie Nomblot. Moi je voulais savoir comment, à partir de quel constat s'est créé le réseau SNCF Mixité et quelles sont vos plus grandes réussites et ce qu'il reste selon vous à accomplir.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, le constat de départ, c'était celui que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans le ferroviaire. On l'a dit, aujourd'hui, il y a à peu près 20% de femmes, il y en a 23 à la SNCF, mais c'est à peu près pareil partout en Europe d'ailleurs. Donc, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers techniques, il n'y a pas assez de femmes dans les instances de direction. C'était vraiment ça le constat de départ. Et non seulement elles ne sont pas assez nombreuses, mais en plus, vous l'avez dit, c'était un monde d'hommes. Et du coup, ça pose des questions très concrètes du type, est-ce qu'il y a des vestiaires pour les femmes? Est-ce qu'il y a des toilettes pour les femmes? Est-ce que les tenues sont adaptées aux femmes? Typiquement, les tenues haute visibilité, donc orange fluo des personnes qui sont sur les voies, jusqu'en 2018, il n'existait pas de version féminine en fait. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétique, une question de mode, c'est juste que ce n'est pas pratique de marcher avec un pantalon qui n'est pas adapté à sa morphologie. Donc c'était vraiment ça le constat de départ, c'était de dire comment est-ce qu'on peut fédérer des personnes qui ont envie de s'impliquer sur ce sujet, qui ne sont pas forcément expertes du sujet, mais qui ont envie de se bouger là-dessus, pour en parler et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc sur les réussites, moi je trouve que la plus grande réussite, c'est l'engouement qu'il y a eu pour le réseau. Aujourd'hui, on a plus de 11 000 membres, ce qui en fait le plus gros réseau mixité professionnelle dans les entreprises. Donc c'est autant de personnes qui ont envie de participer à des conférences, à des ateliers, à des sensibilisations pour faire bouger concrètement les choses. Ensuite, on a travaillé sur des diagnostics aussi. Donc ça, on est en train de le faire. On interroge tous les agents de SNCF pour leur demander justement comment ça se passe pour vous dans les conditions de travail. Est-ce que les femmes sont traitées pareil que les hommes d'après vous en termes de progression de carrière, en termes de formation? Est-ce que vous avez les informations nécessaires en termes de parentalité? Est-ce que vous savez à qui vous adresser en cas de sexisme? Donc voilà, toutes ces questions, on est en train de les poser et ça nous a amené à définir une trajectoire. Donc il y a 6 grands enjeux sur lesquels on veut travailler concrètement en matière de mixité, où on s'est dit, où on a des objectifs concrets, chiffrés sur la féminisation des métiers techniques, l'égalité salariale, l'égal accès aux formations, etc. Donc ça, c'est les réussites. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que c'est la question que vous posiez. Le premier point, et je pense qu'on y reviendra, c'est vraiment la féminisation des métiers techniques. Oui. Et le ferroviaire, c'est pas le seul secteur. C'est aussi vrai pour le numérique. C'est vrai de manière générale sur tous les secteurs STEM. En fait, nous, dans les métiers de SNCF, soit c'est des métiers vraiment très techniques qui nécessitent une formation spécifique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'électriciennes, de chaudronnières, d'ingénieurs, etc. Et on sait qu'il en sort très peu du système scolaire. Soit on recrute sans diplôme particulier, c'est le cas par exemple des conducteurs et des conductrices, où on demande le bac. Et là, en fait, il y a des stéréotypes qui font que les femmes se projettent peu dans ces métiers-là. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourra parler on y reviendra à la fin aussi avec Marie-Xavière Vauqui, qui lutte contre ces stéréotypes. Et justement, une femme qui s'est imposée aussi dans le secteur ferroviaire, donc c'est vous, Alexandra de Bézieux. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le secteur ferroviaire? Et déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cette société Railcoop? Et si, en tant que femme, vous avez rencontré des freins pour vous imposer dans le milieu, ou pas d'ailleurs? Alors, je ne sais pas si je me suis imposée dans le secteur ferroviaire. Je pense que c'est un peu présomptueux de dire ça. Railcoop est encore un tout petit poussé du secteur ferroviaire. Alors, pour répondre à votre première question, Railcoop, en fait, est né d'une volonté citoyenne de venir compléter le maillage ferroviaire existant en France et donc de venir, de laisser la possibilité à tous ceux qui le souhaitent, tous les citoyens, à toutes les entreprises, à tous ceux, en fait, qui partagent cette volonté de développer le train, de développer les services ferroviaires, de créer une nouvelle entreprise ferroviaire. Donc Railcoop est une société coopérative d'intérêt collectif qui fédère tous ceux qui veulent remettre des trains de marchandises ou de voyageurs dans des territoires qui aujourd'hui ne voient plus trop passer de trains. Voilà. Schématiquement, c'est ça l'origine du projet Railcoop. Et Railcoop a une spécificité, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est assez intéressant parce que, effectivement, c'est une entreprise ferroviaire, mais une entreprise ferroviaire de l'économie sociale et solidaire. Quand on regarde un petit peu les chiffres, donc ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est vrai que dans le ferroviaire, il y a peut-être moins de femmes que dans d'autres secteurs. Et c'est assez intéressant parce que dans l'ESS, en revanche, c'est un secteur qui est beaucoup plus féminisé que le ferroviaire. Donc, c'est aussi des sujets
Donc c'est intéressant. Là, on est en train de mener une étude sur la sociologie et, des sociétaires de RICOP, et notamment si on a plus d'hommes, plus de femmes. Donc on a beaucoup d'hommes aussi qui sont sociétaires de RICOP. On a, voilà, après, dans l'effectif aujourd'hui de RICOP, alors on est une petite entreprise, puisqu'on est une quarantaine de salariés aujourd'hui. On a environ 35% de femmes dans l'effectif de RICOP à date. Voilà. À des postes différents ? À des postes différents, mais beaucoup quand même sur les fonctions support. Donc effectivement, par contre, sur les métiers du ferroviaire, j'ai envie de dire malheureusement, on a essentiellement des hommes pour le coup, effectivement. Voilà. Après, sur votre question de place des femmes, et je pense que c'est un sujet qui reviendra peut-être. C'est vrai que le sujet, c'est aussi en tant que femme, en tant que dirigeante d'une entreprise ferroviaire, c'est aussi comment on se place dans une posture, dans une position qui ne nous... Enfin, comment dire, comment on évite d'intérioriser une forme de posture où on ne se sent pas légitime, en fait. C'est toujours la question de la légitimité. Dans un monde finalement... Alors le sujet aussi de RICOP est un peu particulier. Moi, je ne viens pas du ferroviaire. Ça fait 3 ans que je suis à la tête de RICOP, donc on est effectivement, donc on est 2 à la tête de RICOP, un homme, une femme, frères et sœurs aussi. Ça, c'est pas toujours, comment dire, je vais pas dire facile parce que c'est facile de travailler avec son frère, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que régulièrement on me présente comme la sœur d'eux, et je suis pas que la sœur d'eux. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, faut faire évoluer un petit peu les choses, et c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi. C'est peut-être ces femmes qui sont rentrées parce qu'elles étaient les femmes d'eux, justement, dans le secteur ferroviaire. Voilà, mais aujourd'hui, effectivement, on travaille avec tous les sociétaires, et puis avec ce prisme, finalement, le fait qu'on soit dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, avec finalement cette vigilance de beaucoup de sociétaires à ces questions d'égalité dans les prises de parole, y compris dans les cercles de sociétaires. Il y a quelque chose qui a été remonté. Donc, dans la coopérative, en fait, on a des cercles. Les sociétaires peuvent s'engager pour faire avancer le projet collectif. Et il y a donc, dans l'étude qui est en train d'être menée, on se rend compte que finalement, c'est souvent les hommes qui prennent la parole dans les cercles. Et les quelques femmes qui sont représentées dans les cercles de sociétaires, parfois, effectivement, n'osent pas prendre la parole. Donc, il y a tout un travail à faire aussi de se sentir pleinement légitime à prendre la parole, et que l'entreprise qui est RICOP est l'entreprise de tous, hommes, femmes, voilà, de tous. Voilà. Merci. Et justement, en tout cas, promouvoir la place des femmes dans les conférences qui parlent en tout cas du secteur ferroviaire. Marie-Xavière Vauquier, c'est aussi l'une des missions de votre association Femmes en Mouvement. Est-ce que vous pourriez nous la présenter et aussi nous expliquer pourquoi il y a des stéréotypes qui perdurent, quels sont-ils, et aussi comment mettre plus les femmes, en tout cas rendre plus les femmes visibles dans ce secteur pour en inspirer d'autres. Vaste programme. Donc Femmes en Mouvement, donc on est un réseau professionnel féminin mixte. Alors voilà, on est féminin parce qu'on a vraiment une optique féminine, et mixte parce que par exemple on a Mohamed comme administrateur, et qu'en fait on a toujours laissé de la place aux hommes, en fait, en tout cas dans nos adhérents. Nous, on donne la parole qu'à des femmes, parce que, en fait, les femmes, très souvent, quand je les appelle pour leur dire « Tiens, ça vous dirait d'être invitée d'honneur », elles me disent « Mais est-ce que vraiment ça va intéresser les gens ?» Ben oui, ça intéresse toujours les gens. Il n'y a jamais une fois où il n'y a personne qui est venu en disant « Non, mais elle ne m'intéresse pas », ça intéresse toujours. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Nous, on s'intéresse aussi à la façon dont les femmes se déplacent. En fait, quand on a fait notre... Donc, Femmes en Mouvement, à exactement 7 ans, à 1 ou 2 jours près, on avait monté une conférence entière avec que des femmes à la tribune pour parler de mobilité et de transport, donc plus global que le ferroviaire. Et en fait, en montant la conférence, on s'est rendu compte qu'il y avait des recherches sur la façon dont les femmes se déplaçaient. Et nous-mêmes, expertes du secteur, on avait complètement intériorisé le fait que en fait, le système n'était pas fait pour nous et qu'on s'y adaptait. Donc c'était par exemple, là si je pose la question à la salle, quand vous montez dans un métro, qui fait un espèce de check visuel inconscient, est-ce que c'est un endroit qui est safe ou pas? Les filles, on le fait toutes, les garçons ne le font pratiquement jamais. Voilà, mais parce que en fait l'espace public, c'est un espace dans lequel on est toléré. On a le droit d'être de passage, mais on n'a pas le droit de rester. Enfin, c'est dans l'espèce de notre place, elle est ailleurs, elle est à la maison, elle est au foyer, etc. quoi. Donc voilà, donc nous on traite vraiment des deux sujets. Ensuite,
moi, mon explication, c'est que, alors les gens ne s'en rendent pas compte, mais faire rouler des trains, c'est quand même sacrément compliqué. Donc et c'est une industrie qui n'est pas si vieille que ça. Donc en fait, quand on a la SNCF ou d'autres sociétés ferroviaires ont été créées, l'enjeu, c'était un enjeu d'ingénieur, c'était un enjeu de complexité, de comment je fais pour que... Voilà. Et les clients, c'était un peu... comment dire, oui, bon, de toute façon, ils viendront bien, on va leur proposer le truc, etc. Le secteur du transport, c'est le seul secteur dans lequel il n'y a pas de marketing genré. Il n'y a pas de taxe rose. Ça ne coûte pas plus cher de se déplacer quand on est un homme, une fille, un homme, une femme, que par contre l'histoire des, je sais pas, des rasoirs ou des machins. Et donc, en fait, on est sur un secteur qui, pendant très longtemps, a été un secteur vraiment de complexité technique, industrielle. Enfin, je pense qu'on se rend plus compte, en fait, de la prouesse que c'est. Mais voilà, il y a une vraie prouesse. Comme le disait Anne-Sophie, il y a des métiers qui sont vraiment spécifiques, techniques, etc. Et du coup, c'est des endroits où, finalement, les filles se font leur place, mais genre en se poussant un peu du coude et en disant mais laissez-moi une petite place. Et aujourd'hui, ça change parce que justement, le client, ça devient une valeur centrale. En fait, on veut que les clients soient satisfaits, soient contents, etc., etc. Et du coup, je pense que c'est aussi le moment où ça fait plus de place aux femmes. Et puis aussi, il faut garder en tête que pendant très longtemps, il fallait de la force physique pour manipuler un certain nombre de choses. Moi, je me souviens, quand j'étais, j'ai 48 ans, donc quand j'étais petite fille, il n'y avait pas la direction assistée sur toutes les voitures. Du coup, quand il fallait manipuler des gros machins, des camions, des trucs, il n'y a rien à faire, il faut de la force physique en fait. Bon, sauf que la direction assistée, ça fait 35 ans qu'il y en a partout, ça fait 35 ans qu'on n'a plus besoin de force physique, mais pour autant, les femmes en fait n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers-là, parce que soit en fait elles y arrivent parce que leur père, leur oncle, etc., elles ont été vraiment au contact, et donc on les encourage. Soit elles sont dans des milieux qui sont un peu étrangers. Dans ce cas-là, on leur dit mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Regarde, tu seras toute seule. Et ça, c'est un vrai frein. Donc nous, on milite à la fois du côté des usagères, des clientes des systèmes de transport, mais aussi de dire aux femmes mais faites ces métiers-là parce qu'en plus vous les ferez bien. Vous serez sans doute excellente en fait, et ça se passera bien. Et ça sera l'intérêt de tout le monde. Et on parlera justement aussi des solutions qu'on peut lancer pour attirer d'autant plus de femmes. Et voilà. Enfin, Mohamed Mesghani, vous êtes, comme l'a dit Marie-Xavier, vous êtes membre de son association Femmes en Mouvement. Moi, je voulais savoir pourquoi avoir rejoint cette association. Et puis aussi, en tant que secrétaire générale de l'Union internationale des transports publics, comment on peut faire pour favoriser la mixité Merci. Pourquoi j'ai rejoint Femmes en Mouvement? Je pense Femmes en Mouvement, donc il y a Femmes et en Mouvement. Et je vais commencer par pourquoi finalement m'être impliqué dans une cause en faveur des femmes, en faveur de l'égalité. Et je pense qu'on est le résultat aussi d'une éducation. Je suis né dans les années 60 en Tunisie et j'ai eu la chance de naître après 5 filles. Et donc je les ai eues comme modèles. Et certaines il y avait une grande différence d'âge entre elles et moi. Et je les ai vues réussir dans leurs études, dans leur vie professionnelle, dans la société. Et pour revenir à ce qu'a dit Alexandra, j'ai souvent été présenté comme le frère des 5 filles. Et donc ça m'a marqué ça. Et donc pour moi, en fait, je les voyais réussir. Je ne pensais pas qu'elles avaient rencontré des difficultés. Donc pour moi, c'était logique que les femmes et les hommes devaient avoir le même parcours et les mêmes chances. Et donc, c'est ce qui m'a un peu attiré vers la cause d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça, alors pourquoi rejoindre Femmes en Mouvement? Parce que je travaille dans la mobilité, et donc Femmes en Mouvement, c'est la cause des femmes dans la mobilité. Et donc pour moi, c'était logique de rejoindre Femmes en Mouvement. Et surtout que la mission de Femmes en Mouvement se rapproche aussi un peu à l'UITP, disons, j'essaye aussi de faire la même chose, de donner plus de place aux femmes, de promouvoir les femmes qui réussissent. Comment? Alors, l'UITP étant une association, donc dans nos événements, dans nos organes, dans nos comités, de leur donner la parole, par exemple, on avait un conseil d'administration à l'UITP qui, jusqu'en 2019, avait 0% de femmes. Actuellement, on a 32%, le tiers, 33% de femmes. Donc voilà, mais on y est arrivé en forçant les choses.
en obligeant des fois certains organes ou certaines divisions de l'UITP qui doivent élire un président, j'allais dire presque les obliger à élire une présidente. Hein. Pas n'importe quelle personne, bien entendu, hein. Quelqu'un qui a les mêmes compétences, mais qui n'aurait pas osé se présenter candidate si on n'avait pas un peu poussé les choses. Donc je pense que parfois il faut forcer les choses. Et je voudrais revenir un peu sur les chiffres, parce qu'on a dit qu'il y avait 20% il y a pratiquement 20% de l'effectif des transports qui sont donc des femmes. Mais on a oublié un autre chiffre qui est important, c'est que 65 à 70% des utilisateurs de transport sont des voyageuses. Et donc ça veut dire qu'on a des hommes qui définissent, qui exploitent, qui administrent, qui maintiennent, qui commercialisent les transports pour une majorité de femmes. Et donc on doit inverser les choses et se dire finalement on doit avoir des femmes, parce que c'est elles qui connaissent mieux les spécificités des femmes voyageuses, les attentes des femmes voyageuses, les aspects de sécurité, comme ça a été mentionné. Donc c'est aussi notre discours de dire il faut que ceux qui travaillent dans les transports reflètent la population qui voyage dans les transports. C'est parfait, parce que c'était ma prochaine question, justement. C'est vrai qu'à y regarder un petit peu de plus près, c'est vrai qu'on se rend compte, même si les femmes ont pris leur place dans le secteur ferroviaire, en fait, on se rend compte qu'elles sont surreprésentées dans les métiers commerciaux et les fonctions transverses. Mais par contre, elles restent sous-représentées dans les métiers de conduite ou dans la sûreté ferroviaire. Comment, justement, et là, je vous pose la question à tous les quatre, comment les convaincre qu'elles ont une place à prendre à tous les postes de la chaîne ferroviaire, que ce soit à la manœuvre, mais également justement dès la conception des trains qu'elles sont en majorité à prendre. Je propose de commencer là-dessus. Il y a plusieurs choses qu'on a mis en place côté SNCF, sans être encore totalement satisfaisant, parce que je pense qu'on est encore au début du chemin et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une politique très volontariste, par exemple. Il y a une prime de cooptation interne à la SNCF. Elle est plus élevée quand on coopte une femme que quand on coopte un homme. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer à la SNCF, Louise, et que c'est moi qui présente votre candidature, je gagnerais plus parce que vous êtes une femme que si vous étiez un homme. On a organisé aussi des forums spécifiquement dédiés aux femmes pour pouvoir leur parler de nos métiers et les faire venir. Alors évidemment, s'il y a des hommes qui viennent, on prend leur CV, mais l'idée c'est de discuter spécifiquement avec les femmes. Ça fait plusieurs années aussi qu'on organise un événement vis-à-vis des collèges, des lycées, pour présenter justement des femmes qui sont ingénieures, qui sont techniciennes, etc., pour qu'elles puissent parler très concrètement de leur quotidien et justement casser tous les stéréotypes qu'on a. Marie-Xavière en parlait, on imagine qu'un conducteur, il faut être hyper physique, c'est plus vrai. On imagine que c'est hyper compliqué de gérer les horaires décalés, c'est vrai, mais pour autant, il y a autant de contrôleuses que de contrôleurs. Et les horaires, c'est quasiment les mêmes, donc ça pose question là-dessus. Donc moi je crois vraiment aux exemples en fait, et de pouvoir rencontrer des personnes qui sont concernées et leur dire mais toi comment tu fais et c'est comment concrètement ton boulot, etc. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver, mais c'est très très long. Moi je pense qu'il y a aussi pendant très longtemps on entendait femmes au volant, mort au tournant. Les chiffres de la sécurité routière, ils sont édifiants. Les chiffres de la sécurité routière, c'est 85% des accidents mortels sont provoqués par des hommes qui vont tuer 78%, dans 78% des cas, des hommes. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il y a une prise de risque au volant qui est infiniment plus forte en fait chez les hommes que chez les femmes. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres parcourus, etc. Il y a un petit différentiel, mais qui n'est pas aussi important que ça. C'est pareil, les stages de récupération de points, quand vous avez perdu 6 points d'un coup et que vous devez faire un stage, vous regardez les effectifs, c'est des hommes. Mais sauf que dans la tête des gens, en fait, les femmes ne savent pas conduire. Et moi j'avais par exemple mes grands-parents, ma grand-mère, au moment où elle passait son permis de conduire, donc dans les années, peut-être 38, 39 du siècle dernier, elle a vu un accident de voiture, ça lui a fait peur et du coup en fait elle a arrêté de passer son permis. Et nous c'était notre hantise quand on était petite. Notre hantise c'était de dire mais
si bonne maman, elle part enfin, si bon papa part d'abord, en fait, on va devoir vivre avec bonne maman parce qu'en fait, elle pourra pas se débrouiller toute seule parce qu'elle sait pas conduire. Notre autre grand-mère étant veuve depuis longtemps et sachant conduire. Bref. Et c'est pour dire que ce truc-là, en fait, du coup, les femmes se voient pas dans ces métiers de la conduite, ne voient pas de rôle modèle. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire bonjour monsieur en montant dans le bus alors que c'était une dame qui conduisait, d'être complètement confuse. Mais c'est exactement l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Dans la tête des gens, en fait, c'est un monsieur en fait qui conduit le train, c'est un monsieur qui pilote l'avion, c'est des messieurs qui conduisent des camions, etc. Et donc pour les filles, pour s'engager en fait dans ces métiers-là, il y a une espèce de nombre de... Alors c'est pas des obstacles en tant que tels, mais c'est des barrières psychologiques qui sont hyper importantes. Et je reprends l'exemple des horaires décalés. Ton exemple est hyper intéressant, Anne-Sophie, mais on avait une discussion une fois. J'étais intervenue sur une table ronde sur la sûreté, les métiers de la sûreté. Donc effectivement, la SUGE, etc., etc. Il y avait quelqu'un qui disait mais c'est des horaires décalés, donc on ne peut pas avoir de femmes. Et je leur disais mais et les infirmières? Les infirmières, c'est bien connu, elles travaillent toutes de 9h à 16h, du lundi au vendredi, elles ne travaillent pas les week-ends, elles ne travaillent pas la nuit, elles n'ont pas d'horaire décalé. Donc, mais si, bien sûr que oui. Mais sauf que comme c'est des infirmières, comme en fait on a l'habitude que les effectifs, les bataillons entiers, ce soient des femmes, on ne se pose pas la question de comment elles gèrent ça. En fait, quand vous vous mettez dans la tête d'un employeur, des transports publics, la première question qu'elle va se poser, elle va se dire mais comment tu fais pour gérer tes enfants? Mais cette question-là, si vous étiez à la tête d'un hôpital, vous ne la poseriez pas à vos infirmières. Pourquoi vous la posez? Enfin, faites-leur confiance, laissez-les venir. Et puis après, peut-être qu'il faudra faire des ajustements, mais voilà. Et peut-être que d'ailleurs les messieurs seraient très contents aussi qu'on puisse leur faire des ajustements. Peut-être que eux aussi en fait, mais souvent en fait, moi ce que je dis toujours, c'est en fait quand vous améliorez la condition des femmes on va dire des publics plus vulnérables, en fait, vous améliorez la condition de tout le monde. Et le contraire n'est pas vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que quand on fait de la place, par exemple, à la parentalité en entreprise, on fait aussi de la place au papa, à leur charge mentale de père, pour que du coup, en fait, ils soient mieux dans leur basket, quoi, tout simplement. D'ailleurs, oui, Mohamed, est-ce que vous avez eu des retours positifs de la part d'hommes, de femmes, justement, pour promouvoir cette place des femmes, même s'il faut forcer un petit peu? Les retours, ils sont déjà dans les résultats de ce qu'on a mené. Donc j'estime qu'on a eu des retours positifs. Et peut-être pour aussi faire le lien avec la question que vous avez posée tout à l'heure, comment faire pour avoir plus de femmes? Je pense que c'est aussi dans la manière avec laquelle on communique sur les emplois, sur les ouvertures de postes. Je pense qu'on doit faire attention à communiquer, à ne pas communiquer, de manière d'avoir une communication différente envers les femmes par rapport à la communication qu'on a envers les hommes pour les mêmes postes. Hein. C'est des postes qui sont pour les deux, et donc on doit communiquer de la même façon pour les deux. Mais on doit tenir compte des spécificités des femmes dans leurs attentes, parce que tu as mentionné certaines j'allais dire contraintes, tu vois. C'est pas des contraintes, c'est des spécificités. Et on doit en tenir compte. L'autre chose aussi, et là je suis en train de perdre le fil de ma pensée, mais ça va revenir. Oui, non. Dans les résultats, c'est vrai que, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des conférences et de comment faire pour avoir plus de femmes. Une des techniques, j'allais dire, c'est de commencer par inviter les femmes. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence par inviter les hommes à parler dans les conférences, et après on se dit « Ah mince, on n'a pas assez de femmes ». Et donc on essaye de trouver une femme. Et ce qu'on essaye de faire à l'UTP, c'est l'inverse. C'est-à-dire on invite d'abord les femmes, parce qu'on sait qu'on trouvera toujours des hommes de toute façon. Et après, on complète avec les hommes. Hein. Et c'est ce qui nous a permis d'atteindre, par exemple, 42% d'intervenantes dans une conférence où il y avait presque 120 ou 130 intervenants en tout. Et donc, voilà, il faut se donner des objectifs et ne pas y déroger, et vraiment, en sachant qu'on peut les atteindre. Donc, pour ça, il faut oser.
Non, si je peux compléter peut-être sur cette question de la communication, je suis assez d'accord aussi sur Alors, il y a la communication sur les métiers en tant que tels, mais ce qu'on constate, en tout cas au sein de RICOP, c'est qu'on communique beaucoup pour recruter sur la notion d'utilité sociale du projet collectif. Et en fait, bien évidemment, on recrute des gens sur des métiers techniques. Donc, il y a des fiches de poste où on décrit les compétences techniques qui sont requises. Mais c'est vrai qu'on essaye, dans la mesure du possible, de mettre en perspective ces compétences techniques par rapport à l'objet social et à l'utilité sociale qui est celle de RICOP, qui est celle du ferroviaire en général. Et donc, quelque part, effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une manière peut-être de toucher d'autres publics aussi, et pas simplement d'adresser un public plutôt masculin qui va... Voilà, c'est aussi ça, je pense, peut-être de voir aussi dans la communication et les canaux de diffusion des offres d'emploi, de diffuser un maximum dans des sphères peut-être un petit peu différentes que les sphères techniques habituelles, si je peux... Peut-être voilà, j'ai retrouvé en fait les panels de recrutement. Quand il y a une expérience intéressante à la Société de transport de Montréal où ils avaient remarqué que dans leur panel de recrutement, il n'y avait que des hommes. Et les hommes recrutaient des hommes. Le jour où ils ont mis en place des panels mixtes, ça a augmenté le nombre de femmes recrutées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément plus de femmes candidates, mais on regardait les candidatures de manière différente. Et donc ça une des possibilités. Pour compléter, il y a Keolis aussi qui a travaillé sur le sujet et qui se dit, au lieu de chercher des compétences techniques, notamment sur la conduite, de se dire on a besoin de quelqu'un qui a tel type de permis, etc., ils se sont dit c'est intéressant de réfléchir de quelles compétences qu'on appelle parfois soft skills on a besoin. Et on se dit on a besoin de quelqu'un qui soit ponctuel, qui soit rigoureux, etc., ou quelqu'un qui sache gérer des plannings. Et du coup, on se dit en fait il faut peut-être qu'on aille sourcer ailleurs. Et par exemple, si on a besoin de quelqu'un de ponctuel, rigoureux, qui sait gérer les plannings. Peut-être qu'il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui tenait un salon de coiffure. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais en fait, c'est plus facile d'aller chercher des femmes qui sont comme ça et ensuite d'aller les former en interne. Parce qu'en réalité, on sait former en interne à plein de métiers et parfois, c'est plus simple de faire comme ça. Donc, essayer de réfléchir en termes de compétences attendues et du coup, d'aller sourcer à des endroits parfois inattendus et de former en interne, je pense que c'est une piste intéressante aussi. Si je peux me permettre, parce que je trouve que c'est une... je crois que c'est même Keolis qui a fait ça, c'est qu'on est allé débaucher des caissières de supermarchés parce qu'on s'est dit elles ont le sens de la relation avec le client et on peut les former à la conduite. Et donc c'est les soft skills dont vous parlez justement. Et ça leur a plu? Oui. Okay. Oui, bien entendu. Ça, c'est un point marquant d'ailleurs, parce qu'effectivement, on a parfois du mal à recruter des femmes, mais en général, quand elles sont dans le domaine ferroviaire, elles y sont bien en fait. Et on a très peu de femmes qui partent parce que effectivement, elles trouvent leur marque et elles sont heureuses de faire ce qu'elles font. Ouais. Ouais, c'est des belles reconversions en tout cas. Donc, voilà, c'est la preuve que le train de l'égalité est en marche. Et avant de passer à vos questions, moi je voulais savoir pour chaque intervenant quels sont en tout cas vos projets pour la suite, pour l'avenir en tout cas dans le secteur ferroviaire sous le prisme de l'égalité des genres. Je propose de commencer. Nous, vraiment, un des sujets clés, on l'a dit, c'est le sujet de la féminisation des métiers techniques et c'est d'ailleurs un sujet plus large que le ferroviaire parce que c'est valable aussi pour le numérique, pour d'autres secteurs. Donc, on travaille actuellement avec le ministère de l'Égalité et puis le ministère de l'Éducation nationale pour se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce sujet-là, ça soit carrément dans les programmes, en fait, et que ce sujet-là, ça soit discuté avec les jeunes filles et les jeunes garçons au moment du collège pour se dire tiens, c'est marrant, on voit que dans la classe il y a 75% des filles qui ont envie de faire des métiers qui sont liés au care. Du coup, ça vient d'où? Essayer d'interroger un peu le sujet, de proposer d'autres modèles, etc. Parce que je rejoins ce que disait Alexandra, il y a la Fondation des femmes qui avait fait un rapport post-Covid qui montrait qu'en fait aujourd'hui on a un vrai sujet qui est que globalement les femmes ne sont pas du tout dans les métiers d'avenir en fait, au sens métiers de la transition écologique, etc. Et c'est des métiers dont on va avoir besoin très bientôt, voire tout de suite, et où elles sont très peu formées. Donc voilà, ce sujet de s'adresser au collège, au lycée, d'essayer de débloquer un peu ces stéréotypes pour élargir un peu le champ des possibles, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler.
Oui, pardon. Alors effectivement, nous chez RICOP aujourd'hui, c'est vrai que il y a un chiffre que j'ai pas donné, c'est que bon, j'ai évoqué 35% de femmes dans les effectifs salariés de RICOP. En termes de sociétaires, on doit être effectivement à une trentaine de pourcents aussi de femmes sociétaires de RICOP. Par contre, notre DRH est une femme. La directrice, enfin celle qui pilote effectivement tout ce qui est développement commercial de RICOP est une femme. Et donc moi, je suis directrice générale déléguée. Donc au niveau du comité de direction, on va dire, on est vraiment à 50-50. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va dire, au sein de RICOP, on a plein d'autres sujets à adresser parallèlement. Enfin, on a cette sensibilité-là par rapport à notre agrément ESUS, puisqu'on a agréé entreprise de solidaire d'utilité sociale. Mais on a aujourd'hui, au niveau de l'équipe, beaucoup de sujets à adresser pour faire rouler nos premiers trains de voyageurs. Donc, on est très mobilisés là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on cherche des compétences indifféremment hommes-femmes. Donc, on n'a pas de plan d'action. Enfin, on n'est pas la SNCF encore, et donc on ne peut pas forcément, et peut-être on ne le deviendra jamais, c'est pas non plus notre objectif, mais on n'a pas de ressources dédiées à cette question-là spécifiquement au sein de RICOP. Néanmoins, comme je disais, il y a un cercle qui s'appelle le cercle animation du sociétariat, qui est sensible à ça, qui a lancé cette étude et qui propose des actions, en tout cas pour que les femmes sociétaires, qu'il y ait plus de femmes sociétaires et que les femmes sociétaires de RICOP prennent un peu plus la parole dans les différentes instances. Voilà. Alors nous, chez Femmes en Mouvement, c'est vraiment notre sujet pour le coup. En fait, on vient de faire notre assemblée générale il y a 2 jours. On est dans une phase en fait où je pense que tous les jours, il y a une entreprise qui m'écrit ou une organisation pour rejoindre Femmes en Mouvement en tant que personne morale, qui est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout en fait quand on a ouvert la porte en fait à ce genre d'adhésion il y a 2 ans. Et en fait, on a 3 grands projets. On a un premier projet qui est en fait de créer des espaces de discussion entre ces organisations qui adhèrent chez nous pour qu'elles puissent échanger des bonnes pratiques. Donc, par exemple, typiquement celle de la féminisation des panels, comme l'a dit Mohamed. C'est vrai que, en fait, si vous commencez par les femmes, du coup, vous en aurez 2, 3. S'il y en a une qui fait défaut, il en reste encore 2. Si vous en mettez une à la fin pour faire joli, si elle n'est pas là et ça arrive à tout organisateur de conférence, du coup, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, quoi. Donc, voilà. Donc, créer des échanges de bonnes pratiques entre ces entités-là. Ensuite, on a une action aussi, on veut produire un peu nos propres contenus, sortir nos propres chiffres. Parce que, en fait, Femmes en Mouvement, comme nos parties prenantes, c'est nos adhérents, nos adhérentes. En fait, on n'a pas de subvention, on ne doit des comptes, on n'a pas de clients. On est une association, donc voilà. Et du coup, en fait, on peut, nous, porter des sujets que d'autres ne peuvent pas porter parce qu'ils ont des contraintes. Si vous êtes un DRH d'une entreprise de transport, que vous avez 85% de votre force de travail aujourd'hui qui est constituée d'hommes, vous ne pouvez pas leur dire on va parler que aux femmes parce que vous en avez 85% à gérer et vous ne pouvez pas leur dire attendez, vous êtes pas bon en fait. Je veux dire, ça va. Enfin, moi j'ai le souvenir chez Keolis, il y avait une enquête qui avait été faite sur est-ce que vous êtes prêt à travailler avec des gens de la diversité? Oui, à 80%. Avec des femmes? Oui, à 50%. Enfin, ça veut dire non à 50%, en fait, c'est quand même ça. Donc, ils étaient prêts à travailler avec des Saturniens, des Martiens, etc., etc. Mais des femmes, non. J'étais là, mais c'est quoi le problème, quoi? Enfin, il y a un problème, en fait. Il y a un problème, il faut le décortiquer, etc. Donc, nous, il y a vraiment cette idée, en fait, de pouvoir sortir comme ça des analyses qui seraient des analyses Femmes en Mouvement dont nos adhérents pourraient s'emparer, aussi pour faire avancer le Schmilblick avec une liberté qu'il n'y a pas ailleurs, en fait. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, en fait, on va aussi créer des antennes. Au départ, Femmes en Mouvement, on a fait cette première conférence où il y avait 26 intervenantes. Alors, je peux vous me dire que quand vous n'avez jamais monté de conférence, monter une conférence qui dure une journée entière sur 4 mois avec 0 €, ça avait été... on ne pouvait pas recommencer ce truc-là. C'était très bien, mais on ne pouvait pas le refaire. Et donc, on avait commencé par des apéros. On se donnait rendez-vous dans un bar une fois par mois, en fait, autour d'une invitée d'honneur. On a fait ça jusqu'au Covid. Et puis quand il y a eu le Covid, en fait, on s'est dit, soit on fait rien, soit on fait à distance. Donc on a fait à distance. Et du coup, ça a permis en fait à des femmes, d'élargir notre cercle d'influence, en fait, d'aller au-delà de Paris, parce que moi j'étais parisienne et voilà. Et donc l'idée, c'est aussi de créer des antennes un peu dans les grosses métropoles régionales.
pas forcément pour faire des apéros tout le temps, mais pour qu'au moins les femmes du secteur se connaissent, qu'elles aient accès en fait à des opportunités. Le réseau, c'est pas du pisson, c'est juste savoir que tiens, il y a machin qui cherche truc. Vas-y, positionne-toi, peut-être ça t'intéressera. Et on a quelques belles histoires à raconter là-dessus déjà. Et donc voilà, donc là on est à Lille, Lyon, Paris, et on voudrait ouvrir Rennes, Marseille et peut-être même Bordeaux. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu disais, Marie-Xavière, sur le deuxième point, on a vraiment besoin de mieux comprendre ce sujet de la prise en compte des voyageuses dans le transport, parce qu'effectivement, il y a des études qui existent sur le sujet, mais c'est pas encore complet. C'est souvent axé sur l'insécurité, qui est un sujet qui est majeur, mais en fait, il y en a plein d'autres, sur l'accessibilité, sur le fait que les femmes, elles voyagent souvent accompagnées d'enfants, de personnes âgées, ce qui est le moins le cas des hommes, etc. Donc on a un vrai sujet collectivement de mieux comprendre ce phénomène pour pouvoir aussi mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes. Il nous reste 6 minutes de questions. Mohamed, je vous laisse. Comme vous voulez, je veux pas. Rapidement, ça marche. Les objectifs, c'est, on est une association internationale, donc augmenter la représentation des femmes dans nos organes, dans notre conseil d'administration, dans nos comités. Il y a des comités techniques comme le comité des métros, par exemple, où il y a 90% d'hommes. Et aussi, comme on est une association internationale, on a des régions où on est encore on est devant. Je prends les pays nordiques, par exemple, les Amériques. Là, il y a beaucoup plus de femmes impliquées qu'en Europe. Et si je compare à l'Asie, au Moyen-Orient, il n'y a pratiquement pas de femmes. Donc voilà, on essaye un peu de faire diffuser le message et l'approche auprès de nos membres. Et également nos organes de direction. Il n'y a jamais eu de secrétaire général femme ni de présidente à l'UITP. Et donc il faudrait bien qu'un jour ça se fasse. Alors je vous propose, si vous avez des questions pour nos intervenants, surtout, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro qui doit passer dans la salle. Ah voilà, il est derrière vous. Ah oui, alors. Il marche pas? Si, c'est bon. Ah oui. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser ou Il faut qu'il y ait une femme qui se lance. Hein. Il y a bien une femme dans la salle qui a une question là. Donc, si vous voulez prendre la parole, il faut commencer par poser des questions. Même sur la conception des trains ou... Il y a quelqu'un en premier rang. Madame, je pense qu'elle a... Ah non, non. Je pensais que vous avez le... Pardon. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur pour Anne-Sophie Nomblot, vous avez parlé que vous faisiez venir des femmes qui travaillaient dans le ferroviaire, dans les collèges et les lycées. Et j'avais une question sur... combien est-ce que vous faites d'interventions et comment c'est reçu, etc. Enfin, si vous avez des informations. Voilà. Alors le chiffre c'est une colle, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'on a plusieurs centaines d'intervenants et d'intervenantes en milieu scolaire, mais le chiffre d'intervention, je suis désolée, je ne le connais pas exactement. Ensuite, souvent, c'est bien reçu. En fait, les jeunes souvent sont surprises, et les garçons aussi d'ailleurs, sont surprises de voir des femmes qui disent moi je suis conductrice et je vais vous parler de mon métier, de la sécurité à bord, etc. Mais en général, c'est effectivement reçu positivement. D'ailleurs, dans Femmes au Mouvement, il y a des échanges aussi avec notamment l'association Révèle, où en fait ça se passe très bien, il n'y a personne qui dit vous n'avez rien à faire là ou quoi que ce soit. Après, il y a quand même un long chemin entre je suis contente d'avoir rencontré une femme, c'est intéressant, et je saute le pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose en plus qui est difficile à mesurer parce que ça s'inscrit dans le temps. Donc voilà, l'accueil est positif, mais l'efficacité est difficile à évaluer. Merci. Bonjour, je voudrais m'adresser à Marie-Xavière Vauquier. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des belles réussites que vous aviez en mémoire. Est-ce que vous pourriez en évoquer une qui nous donnerait la pêche ?
Alors, en fait, je peux pas, je peux pas vous donner le nom des personnes qui ont trouvé Anonyme. parce que je sais qu'il y en a 5 ou 6 de mémoire, sur des postes assez chouettes où justement, en fait, on a créé la rencontre et puis il y a quelque chose qui s'est passé et du coup, quand il y a eu une opportunité, ces dirigeantes, par exemple, qui étaient en recherche de féminisation de leurs équipes de direction, elles ont pensé à ces femmes-là alors qu'elles n'y auraient pas pensé naturellement, quoi. Donc voilà. C'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on est content. On a fait ces événements à distance pendant à peu près 15 à 16 fois parce que c'était plus simple et il y avait trop d'incertitudes avec les différentes vagues du Covid. Mais dès qu'on a pu se revoir en vrai, on s'est revu en vrai parce qu'on sait que ce qui marche, en fait, c'est il y a l'intervention de l'invité d'honneur, mais ce qui marche vraiment, c'est boire un verre derrière, c'est rester, c'est discuter, c'est dire t'en es où toi, machin, bah oui, tiens, je connais, etc., quoi. Donc voilà. Bonjour. Moi, j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure la comparaison entre les conducteurs de train et les infirmières. On sait quand même aujourd'hui que globalement la charge de tout ce qu'il y a à la maison et les enfants reposent quand même principalement sur les femmes. Ça a été montré dans plein d'études. Du coup, je voudrais savoir aujourd'hui, le groupe SNCF, concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme facilitation justement pour que des femmes puissent accéder à des postes avec des horaires décalés ? Du coup, c'est pour moi la question. Oui, principalement. Je vais la prendre. Sur la question du mode de garde en particulier, c'est ça ? Oui, du mode de garde ou même peut-être un peu plus de flexibilité du coup dans l'organisation avec le reste de l'équipe ou des choses comme ça. Je ne sais pas du tout ce qui peut être mis en place. Flexibilité avec le reste de l'équipe, ça peut se faire, mais de manière ponctuelle, notamment pour des jeunes parents, des jeunes mamans ou des jeunes papas. Et ça arrive souvent, soit avant le congé maternité, évidemment, mais aussi après, d'essayer de trouver des solutions pour adapter les horaires, que ce soit pour la conduite ou même pour les agents commerciaux, d'essayer de trouver des solutions. Ça, c'est un peu au cas par cas et c'est le manager qui gère avec son équipe. Ensuite, il existe tout un service à la SNCF pour accompagner justement les jeunes parents sur la recherche du mode de garde, parce que ça, c'est un énorme sujet chez nous, parce que finalement, des modes de garde en 2-8 ou en 3-8, il y en a assez peu, en fait. Donc, essayer d'identifier ces modes de garde et trouver des solutions là-dessus. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est un sujet qui est compliqué, même quand on n'est pas en 3-8. C'est vrai. Ouais. Après, ça dépend de quelle région sur le territoire. Il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. Mais a fortiori, par exemple, des crèches ou des micro-crèches ou des assistantes maternelles qui sont partants pour du 2-8 ou du 3-8, c'est encore malheureusement assez rare. Après, on a des témoignages aussi de conductrices, par exemple. J'en ai une en tête qui expliquait que... Elle travaille tout le temps en extrême matinée ou en matinée. Et du coup, c'est une organisation qui lui convient bien parce qu'elle est mère célibataire. Et du coup, elle a une solution le matin avec une proche qui emmène les enfants à l'école. Et ça lui permet systématiquement d'être là justement pour les récupérer le soir, etc. Donc parfois, pour certaines personnes, des horaires décalés, ça peut être un plus dans l'organisation familiale. Bon, merci. Ce sera le mot de la fin en tout cas et merci en tout cas à vous quatre pour votre témoignage et aussi toutes ces pistes assez inspirantes aussi et puis de toute façon je pense que vous pourrez échanger aussi ils pourront échanger avec vous après cette conférence. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci.